Bonjour à tous, nous sommes en tête à tête avec une personnalité qui a fait bouger la toile il y a quelque temps de cela. Elle a décidé de venir porter une voix, porter une cause, mais pas seulement, de surtout marquer les esprits au travers de son tempérament, de son physique flatteur, mais pas seulement. Elle se définit comme étant la dame de fer. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Félicia? Je vais très bien. Alors, ça va super très bien. Alors, dis-moi, comment tu vis toute cette expérience en un mot? Incroyable. Incroyable. Le mot pour, si je devais mettre un mot à cette aventure, c'est incroyable. C'est le genre de choses qu'on ne vit qu'une seule fois et qui transforme littéralement la vie. Alors, ça devient très intéressant parce que ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet. On va parler de ton aventure à Secret Story, bien évidemment. On va introduire la première question avec un thème, le masque et la réalité. Il se dit dans la toile que Félicia était calculatrice, très stratège, assez prudente dans le départ du programme. Pourquoi avoir misé sur la prudence plutôt que de faire directement valoir sa position, ses émotions dans une maison comme celle-là où on a vu des fortes têtes? On n'entre pas tête baissée dans un territoire qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai toujours privilégié la prudence. Ça permet d'avoir un point de vue d'ensemble. Donc, la prudence, c'est une stratégie comme une autre. Et si je suis arrivée aussi loin dans l'aventure, c'est que ça paye. Et honnêtement, on trouve que je suis calculatrice, stratège et manipulatrice. Ça me plaît parce que c'est le but du jeu, donc je suis flattée. Mais on a l'impression, Félicia, que tu as envie de te donner un air beaucoup plus dur. Ou pas du tout. C'est comme ça que moi je suis, dans la mesure où... Tu as besoin d'être forte. Ou du moins, je ne fais pas d'efforts. C'est comme ça que je suis. C'est des choses qui, pour vous, peuvent sembler être de la force. Pour moi, c'est quelque chose d'évident. Est-ce qu'on peut dire concrètement que la Félicia qui a été filmée dans les caméras de Secret Story, c'est la vraie Félicia? C'est la vraie Félicia. Tu ne jouais pas un rôle? Non, il n'y a pas le temps. On s'ennuie trop pour jouer des rôles là-bas. Alors, on commence donc avec ton arrivée et sans doute les rencontres que tu as eu à faire. Dès le début, on te voit avec certaines personnes, notamment tisser des relations. On commence sans doute avec Mokhtar. Beaucoup de gens attendent cette question. Dès le début, quelle est l'impression que Mokhtar te fait? Quand je vois Mokhtar, je me dis, c'est un séducteur. Okay. Est-ce que tu t'es laissé séduire? Non. Est-ce que tu es séduisable? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait 20 millions en jeu. 20 millions, peut-être un beau garçon à remporter. Non. Les amis, on parle de 20 millions. Et je n'étais pas venue pour ça, de base. J'avais ma petite idée sur la formation des couples. Et me mettre en couple dans la maison des secrets ne m'a pas intéressée. Pas parce qu'il n'y avait pas de beaux garçons. Pour la simple raison que nous sommes 18 personnes enfermées dans une maison. Dans la mesure où le protagoniste en face de toi aime les femmes, il a le choix parmi 9 femmes. Okay. Ce qui veut dire que tu peux ne pas être son bouffe, entre guillemets, mais ce qui s'en rapproche le plus. Et qu'est-ce qu'il advient quand vous sortez? Est-ce que tu es sûr que quand vous sortez avec les milliers et les millions de femmes qu'il y a à l'extérieur, tu seras toujours son choix? Je ne voulais pas être le choix parmi 9, mais le choix parmi des milliers. Est-ce que, très clairement, il y a eu peut-être des avances de la part de Mokhtar, une forme de rapprochement? Parce que Mokhtar accusé d'être tombé sous le charme de Mokhtar. Est-ce que, un petit peu, il y a eu un petit béguin pour Mokhtar par là? Non, il n'y a pas eu de béguin. À aucun moment, il y a eu une séduction. Et c'est justement pour ça qu'on s'est rapprochés. Parce que quand moi, j'entrais dans la maison, j'essayais de me faire ma petite idée des couples qui vont se former. Okay. Bizarrement, c'est peut-être du colorisme, mais au vu de leur couleur de peau, moi je voyais Mokhtar avec Sarah. Okay. On se disait que c'est comme ça que ça allait. Je sais que peut-être, je ne parle pas en leur nom, mais d'autres habitants peut-être pensaient comme moi. Et moi je voyais bien Mokhtar soit avec Sarah, okay, soit avec Deli. Après j'ai compris pourquoi il s'est plus tourné vers elle. Maintenant, Mokhtar et moi, on se rapproche parce que dans une maison où, on va pas se mentir, c'est dur de trouver de vraies conversations. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça parle stratégie, ça parle des autres, ça parle de tout. Mais à un moment, tu te dis, attends, quelqu'un vient, il te parle de la loi de vous parlez, je te dis, attends. Et vous vous mettez à discuter de tout, littéralement de tout et de rien. Et tu te rends compte que cette personne-là,
c'est un peu comme tes pieds sur terre dans cette maison où, avec toute la pression, tout ce qu'il y a, te permet de dire ok, je suis encore humain, mon cerveau fonctionne encore. Ok. En gros, c'était ça. Mais il y a quand même une question qui est très importante et donc les internautes nous avons plébiscité, c'était d'avoir par exemple un classement des couples de la part de Félicia. On va s'imaginer un couple, on va se mettre dans un contexte où tu formes des couples, tu aurais imaginé qui avec qui et ça aurait beaucoup plus marché dans telle configuration. S'il s'avère que peut-être il y avait une éventualité, on commence peut-être par Sarah, tu aurais vu Sarah idéalement avec Mokhtar, tu l'as dit. Oui, Sarah avec Mokhtar. Ok, et France? France avec Bonaventure. France avec Oui, Bonaventure. France avec Bonaventure, ça aurait donné quelque chose. Gracie? Gracie avec Moussa. Gracie avec Moussa. Oui, Gracie avec Moussa. Ok. Christopher et Deli, peut-être parce que j'ai déjà ma petite idée des deux et tout. Christopher et Deli. Ok. Et Nadine, tu la verrais avec qui? Nadine, je la voyais pas en couple avec quelqu'un, de base. D'accord. Ok. Je la voyais pas en couple avec quelqu'un. Waïdou, je la voyais en couple avec Cynthia. Ok. Il y a Vi aussi que je ne voyais pas en couple parce qu'elle donnait ses impressions de femme inaccessible autant pour moi. Et il y a ça. Joël, je ne le voyais pas en couple. Pas du tout. Vu qu'on parle de la première semaine, il est venu. Quand on dit au début voilà, que c'est ton bodyguard, on a cru qu'il pourrait y avoir une forme de rapprochement. Est-ce que tu n'aurais pas vu? Il a joueur essayé, mais comme je vous ai dit, ça ne m'intéressait pas dans la mesure où. C'est pas qu'il n'y a pas eu des séductions ou quoi que ce soit, Ok. mais ça ne m'intéressait pas. D'accord. Ou du moins pas à la télé. Et dans le plus grand des hasards, quand on t'écoute, parce qu'on sait que tu es une charmante femme, finalement, c'est quoi tes critères? Parce qu'on a l'impression que dans le jeu, tu as eu vraiment l'impression que la plupart étaient là rien que pour la stratégie, ou du moins pour un coup d'éclat, Nous étions tous là pour la stratégie. entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même Mokhtar qui est reparti avec, Oui. avec France, ce qui est pas mal du tout. Et toi, dans le plus grand des hasards, ce serait qui? Est-ce qu'il aurait été à Secret Story? Ou du moins, s'il n'était pas à Secret Story, il aurait ressemblé à quoi? C'est quoi l'homme idéal selon Félicia? L'homme idéal, selon Félicia, il est grand et noir. J'ai un penchant pour les hommes à la peau très très noire, discret. Comme on aventure un petit peu. Il est grand, il est noir, il est musclé. La série sur le gâteau. Je suis athlète, les muscles ne m'impressionnent pas. Ok. C'est plus sur le plan physique, c'est quelqu'un d'assez avantageux physiquement, c'est-à-dire présentable. Mais maintenant, dans le comportement, je dirais quelqu'un de très discret, qui est réfléchi, avec qui je peux avoir n'importe quelle discussion. Et, Des discussions un peu plus intellectuelles, je pense. oui, quelqu'un de généreux. Voilà. Donc, tu fais partie des femmes qui aiment. Oui, toutes les femmes aiment ça. D'accord, beaucoup d'attention. Et c'était quoi le dernier cadeau que tu as reçu de la part d'un homme? C'était une carte cadeau pour des produits de beauté. Et cet homme, c'est qui pour toi aujourd'hui? C'est le fils de sa mère, hein. C'est le fils de sa mère. On va dire que, bon, c'est mon petit ami. C'est ton petit ami. Oui. Ça tombe bien parce que la question qui suivait, c'est est-ce que Félicia est en couple? Est-ce qu'elle a rencontré le grand amour? Et comment le petit ami vivait cette aventure dans Secret Story? Oui, Félicia est en couple, c'est le grand amour, je ne sais pas. Qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas, je n'ai pas encore expérimenté assez de choses en amour pour savoir que c'est mon grand amour, mais pour l'instant, c'est mon amour déjà. D'accord. Et justement, à l'intérieur de la maison, chaque fois qu'il y avait des allégations sur les sentiments que je pourrais ou j'aurais pu avoir vis-à-vis de Mokhtar, mes seules pensées étaient qu'est-ce que mon chéri est en train de penser? J'espère qu'il ne pense pas que c'est vrai, j'espère que... Surtout qu'à l'intérieur, tu ne sais pas que c'est coupé, tu ne sais pas que même les lives sont différés. Ah, ok. Il y a tellement de choses, Des paramètres qui... de paramètres dont on n'a pas conscience quand on est à l'extérieur de la maison et tu te dis non, peut-être il va voir que je le réclame. Moi, j'allais devant mes caméras, je dis la fois, il faut me montrer ça, mon chéri. Et on ne montre pas. Et je te dis mince. D'accord. Est-ce que tu penses que peut-être la production a été un peu dure avec toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu voir se mettre peut-être en lumière? Comme peut-être, je dis n'importe quoi, Mokhtar, comment tu le trouves en fait? Est-ce que tu trouves que c'est une belle personne physiquement? Est-ce que, même si je ne le trouve pas, il l'est. Il est. Et comment tu aurais réagi par exemple à une aventure, on va dire une mission séduction avec Mokhtar?
je l'aurais refusé parce qu'en y allant, j'avais remarqué que ce ne sont pas des choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Mais tu aurais pu perdre de l'argent. Tu as le droit de refuser sans perdre de l'argent. Tu as le droit de refuser sans perdre de l'argent. Ok. Ce que les gens oublient, c'est que quand on te donne une mission, c'est oui ou non, on ne t'oblige à rien. D'accord. Tu n'es pas contraint de plusieurs. Je prends le cas par exemple le premier soir avec le téléphone rouge, lorsque Bonaventure lui demande de prendre la cagnotte de n'importe qui et de se nommer et qu'il dit la voix je peux refuser et qu'il refuse. On a le droit de refuser, c'est juste que les gens n'imaginent pas cette possibilité-là. Absolument. Alors, il y a une question très importante qui s'intitule normalement les critiques parce qu'on essaie de faire un gros récapitulatif sur ce que les gens se disent, ce que les gens pensent, notamment sur la toile. Alors, on dit sur la toile notamment que tu es souvent la cible de commentaires acerbes sur les réseaux et que tu as cette image de femme fatale comprise et que cela peut-être c'est une stratégie pour faire grimper les statistiques ou bien c'est réellement la personne que tu es. Déjà, je n'ai pas de stratégie sur les réseaux sociaux, si ce n'est de montrer le handicap autrement. Maintenant, que les gens me comprennent ou pas, ça ne va rien changer à ma vie, ça ne va rien changer à qui je suis, parce qu'on va se dire les choses honnêtement, que les gens m'aiment, me détestent, m'injurient ou me qualifient de ce qu'ils veulent, ne va rien changer à ma situation actuelle, ça ne va pas ajouter un peu d'argent dans mon compte en banque, soyons honnêtes. Absolument. Donc, stratégie, non, loin de là. On va te citer quelques noms. Tu vas nous donner, dis-moi, l'idée que tu te fais de cette personne, le mot qui te vient directement à l'esprit quand tu vois cette personne. Je commence par Sarah. Explosive. Explosive. Délie. Folle. Gracie. Mignonne. Rimza. Oh, mignonne. D'accord. Nadine. Imposante. Est-ce que tu peux débriefer un petit peu pourquoi? Je ne sais pas si on vous montrer, mais Nadine, pour moi, elle a été l'une des meilleures joueuses. Malheureusement, elle a été prise à son propre jeu. Mais je te le dis très souvent. Oui, elle a été l'une des meilleures joueuses et si ça n'avait été le fait qu'elle soit trop tôt entrée en conflit avec la mauvaise personne, elle serait restée dans l'aventure longtemps. Elle est imposante parce que beaucoup de gens se sont cachés derrière, on va dire, elle était à un moment... on ne voyait que Nadine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui... Peut-être nous, on n'était pas dans la maison, mais qu'est-ce qui a forcé ce besoin de se rallier à la cause Nadine? Est-ce que c'était tout de même de grandes personnes? C'est vrai que toi, depuis le début, tu as véritablement voulu te dissocier de cette image-là de personnes qui se cachent. Je ne t'ai jamais entendu dire maman Nadine. Non, j'ai laissé ma mère à la maison. Mais pourquoi? J'ai passé mon temps ici. Dans une aventure, nous sommes tous candidats. Que tu aies 15 enfants chez toi, que tu sois la grand-mère de on ne sait qui, c'est chez toi. Ici, nous sommes tous candidats. Il y a des mamans, il y a des papas, tout le monde a son histoire. Mais là, nous sommes là en tant que candidats. Je trouvais que vous n'avez pas à venir materner les gens. Vous avez laissé vos enfants à la maison. Est-ce que tu t'es senti materner à un moment? Oui. Je leur ai dit, vous avez... Alors après, j'ai repris, je le disais à Nadine comme à José, vous avez laissé vos enfants à la maison. José le faisait également. José m'a beaucoup materné. Ah d'accord. Oui, je pense même qu'à la fin, elle m'a énormément materné, bien que je ne le veuille pas. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien qu'elle le fasse. Mais elles m'ont énormément materné. Donc pour revenir sur Nadine, c'est une candidate qui en impose. Et le seul souci, ou je ne dirais pas qu'il y a eu un souci, ça a été souvent le fait que malgré tout, on la voyait comme une mère. Moi, je ne l'ai jamais appelée maman. Moi, je la voyais comme une sœur. Malgré tout, elle représentait dans la maison une figure maternelle à qui, naturellement, quand il y a un souci, on va se confier. Si je te parle de Moussa. Moussa, le papa au Congo, ça. Tu as beaucoup de Congo. Ah non, Moussa, tu peux pas lui dire un truc qu'il garde pour lui. L'avantage avec Moussa, c'est qu'il coche un petit peu les cases de la description que tu as faite du mec que tu préfères bien, un petit peu grand détail. Oui, on a oublié la discrétion, là, il n'est pas discret. Il n'est pas indiscret du tout. Mais c'est vrai, oui, Moussa se rapproche de ce que j'ai décrit en termes de critères. Donc ça veut dire que dans la vie, la vraie vie de tous les jours, on te mettrait un Mokhtar, on te mettrait un Moussa, tu aurais choisi Moussa? Aucun des deux. Mais selon les critères physiques, moi je parle des critères physiques. Vous voyez comment votre fille vous ramène un garçon tatoué? D'accord. Mais
Les parents de France sont plutôt, du moins, Mes parents, ce ne sont pas les parents de vos France. parents sont très durs. Mais oui, mes parents, tu ramènes un garçon tâté, on va te fouetter. Mais Toi, c'est un prince. on s'en fout. On va te fouetter, toi, la production, la personne qui a piloté l'avion qui t'a emmené là-bas, vous tous. Mais il avait beaucoup d'autres qualités. Est-ce que pour vous, déjà, lorsqu'il y a, je veux dire, quand il y a déjà des tatouages, du moins des signes distinctifs, c'est déjà Oui, un hors-jeu? oui. D'accord. Donc, il faut un mec très corporé. Pas forcément, mais les tatouages aussi, on verra. Mais c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Et on va terminer avec un dernier candidat, Bonaventure. Oui. Ah bon, qui est Bonaventure? Oh, il est super gentil. Il est super gentil. Intéressant. Et s'il y avait un autre côté, peut-être un côté négatif que tu aurais souligné concernant la personnalité de Bonaventure, ce serait quoi? Mauvais joueur. Et mauvais Pour un joueur. sportif, quand j'ai découvert qu'il était sportif, je me suis dit, tu peux pas être aussi sportif et manquer de faire plus. En plus, tu es un joueur international. Bonaventure ne sait pas perdre. Bien qu'il le fasse très souvent, il ne supporte pas le fait de perdre. La scène, par exemple, du bras de fer, Oui. on t'a vu rire quand même. C'était Oui, méchant. je ne sais pas pourquoi. En fait, déjà, pendant cette scène-là, je me dis, la voix, il faut juste écrire que c'est le secret de Félicie, on va quitter ici. Et le pire, c'est que les gars voulaient me faire combattre avec Mokhtar. J'aurais sûrement battu et ça m'aurait posé problème. Ah d'accord, donc ça veut dire que Félicia, c'est une femme très forte alors. Vu que c'était mon secret, je suis double médaillée de bronze mondiale de bras de fer. Et je rappelle qu'à la fin de cette émission, on va s'essayer en bras de fer. Je vais te laisser une chance de gagner. On verra ce que ça va donner. Et donc, quand je me rends compte que c'est le bras de fer, et même quand on me dit non, finalement, tu vas combattre avec Leslie, j'oublie que nous sommes à Secret Story. Et moi, dans ma tête, là, ma chérie, tu C'était une mets ta compétition. main ou tu mets pas. À la pauvre. Elle en a souffert. Alors, on va poursuivre avec un autre aspect de cette interview. On va parler de fantasme et de réalité. Parce qu'on va s'inviter un tout petit peu dans votre dortoir les soirs. Oui. Toi, Félicia, tu te retrouves seule dans cette grande chambre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Ou du moins, qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Ah Dans cette grande chambre, on en a vu et on en a entendu des choses. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu as entendu? Peut-être nous mimer, je sais pas, peut-être c'était des sons. Je ne citerai pas de sang, mais tout ce que je sais, c'est que des gens nous ont bien schématisé la reproduction humaine. Ah, Merci d'accord. à eux. Donc, Donc vous aviez une vue panoramique sur des choses intéressantes. panoramique pour ceux que ça intéressait. Moi, Ça les intéressait pas, même un petit peu. moi, je n'avais pas l'intérêt de regarder Tu sais, ça. on est entre nous, tu peux nous dire. Ouais, je sais, mais Secret, tu sais. Mais personnellement, je pense que l'intimité des gens, en fait, bien que ce soit des espaces partagés, Ok. pour moi, il fallait donner un peu d'intimité à ceux qui en avaient. Mhm. Donc, quand les gens ils prenaient leurs bras, ils se mettaient dessus, ils s'embrassaient, ils faisaient leur truc. Mhm. On n'a pas regardé. Ça te faisait pas un petit peu frissonner Ça- Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment? Et tu diras avec vérité. Chaque fois que je regardais ça, je me disais, qu'est-ce que je fous ici dedans? Appelez mon gars, pardon. Ah, c'est dur quand même. Oui, c'est très dur de voir des gens s'embourracher. Tu te dis, ah mon chéri, il est dehors. Ah voilà. Donc, Et du coup, la question nous permet d'étendre un petit peu les perspectives pour savoir est-ce qu'il y a eu un rattrapage après ces questions? bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des détails, Félicia? Bah, bien sûr, ça fait 2 mois pratiquement que tu ne vois pas ton chéri. Vous vous enfermez pendant peut-être une semaine quelque part. Donc il y a eu un autre secret Oui, story après l'aventure. bien sûr. Alors, ça nous permet de revenir directement sur l'après-maison. Comment tu vis le retour? Parce que j'imagine, tu vas nous décrire directement à ta sortie du SAS. Tu rencontres le très charmant Jean-Michel, vous échangez, mais surtout, tu tombes sur Stéphanelle qui fait une vidéo explosive. Et quand elle parle, tu la regardes, tu es très attentif. Tu n'es pas quelqu'un qui montre très facilement ses émotions, Félicia. Ah bon? Par rapport à ce qui se passait ce jour, tu n'as pas laissé fuser les émotions parce qu'on a vu qu'il y avait quelques éléments qui n'ont pas joué à ton avantage
contrairement à certains autres candidats. Et on s'est dit, est-ce que c'était, voilà, pour ne pas faire les complotistes, on s'est dit que l'impression qui était donnée, c'est que Félicia n'a pas été à 100%, il n'y a pas eu 100% d'éléments pour garantir, n'est-ce pas, le succès de Félicia dans le SAS. Quand tu arrives et que tu écoutes Stéphanel parler, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'après, on a l'impression qu'elle a été harponnée et puis enlevée pour te laisser faire la vidéo d'après. Comment ça se passe? Non, de base, la vidéo s'arrêtait. C'est moi qui, quand la caméra s'est tournée, moi je me dis, ah, il faut que je parle. C'est quelque chose qui m'a bouleversée parce que pour avoir été en face d'elle, Ok, j'ai vu dans son regard énormément de déception. ok. Et venant de quelqu'un d'aussi joyeux, c'est douloureux de voir ça, de quelqu'un de tout le temps, jovial. Elle parlait avec une telle conviction et je me suis dit, pour elle, qui a été dans une émission où le public n'a pas eu à voter, elle a pu arriver en finale, qu'elle compatisse pour moi. Déjà, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle compatit pour moi. Mais c'est quand je suis sortie que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et je n'en veux à personne, mais honnêtement, ce soir-là, ça m'a fait mal de voir Stéphanel dans cette état. Ouais, on t'a vu un petit peu surprise Oui. par cette situation. Mais la question qu'on a envie également de se poser, c'est qu'est-ce qui a changé pour toi avant Secret Story et après Secret Story, parce que ça nous permettra de rentrer dans un autre point essentiel, parce que Félicia, ce n'est pas que Secret Story. Justement, j'ai atteint de mes objectifs. Lequel? Avant, j'ai des amis de longue date pour me reconnaître, il fallait qu'ils regardent mes pieds. Ah, d'accord. Donc, j'ai des camarades, quand je dis, ah, c'est Félicia. Maintenant, quand la personne me dit, ah, c'est Félicia, c'est différent. Il y a aussi le fait que par cette aventure, les gens vont beau dire ce qu'ils veulent, on a oublié mon handicap. C'est une chose que j'avais envie de te dire. En fait, normalement, on se dit, on n'est pas de la production, mais quand on est avec une personne qui a mobilité réduite, on se dit qu'il faudrait quand même donner, surtout si la personne a l'aura que tu as, l'énergie, l'intelligence et tout cela, on se dit, ce serait beau de retrouver cette personne peut-être en finale. Tu nous as quand même fait oublier, j'ai pas envie de dire handicap parce que je ne te vois pas comme ça, finalement. Finalement, c'est quoi le secret? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations où ils sont à mobilité réduite, qui aimeraient qu'on voit au-delà de cela. Qu'est-ce que toi tu peux leur dire pourtant avant Secret et après Secret? Le secret que tu as eu là-dessus? Déjà, la Félicia de avant, pendant et après, c'est la même, à quelques exceptions près. C'est la même dans le sens où j'ai beau avoir un handicap, je ne le porte pas. Dans la mesure où je pars du principe que c'est comme un détail physique, c'est comme une fille à la peau claire, c'est comme un homme avec de la barbe, ça peut facilement s'oublier. Okay. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger en soi, c'est quelque chose qui m'aide très souvent quand j'ai besoin de certaines choses, mais ce n'est pas la seule chose à retenir de moi, je suis bien plus qu'une jambe en moi. Donc, le fait que j'ai réussi à faire en sorte qu'on ne se focalise pas dessus, pour moi j'ai tout gagné. Absolument. Et du coup, on a envie de parler avec toi, n'est-ce pas, du prix de ce succès, quand on sait que ton parcours est loin d'être classique, c'est un parcours véritablement atypique. Quand on dit c'est une sportive, elle a brillé par ses connaissances, par son talent, on a envie de se poser, c'est quoi la limite pour toi? Et est-ce que tu peux rapidement, pour les personnes qui nous regardent, revenir sur cet épisode de ton accident, parce qu'il y a des personnes qui ne se voient pas vivre avec un handicap. Comment toi tu vis cela en un mot? Et surtout, as-tu des intentions d'ordre politique par la suite? Quand on écoute tes discours, on écoute ton intervention, on voit qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'aspects qui se rapprochent un peu des discours politiques. Est-ce que tu voudrais faire carrière peut-être dans la politique? Et quel poste t'intéresserait? Parce qu'actuellement, je rappelle qu'on est au Cameroun et bientôt, on espère, avec le président de la République, il y aura le nouveau gouvernement peut-être. Est-ce que Félicia souhaiterait être dans le nouveau gouvernement? On ne sait pas. Donc, revenons sur ce petit parcours atypique pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre la personne que tu es. Bien sûr. En ce qui concerne mon parcours, bien avant mon accident, j'étais dans l'équipe nationale de gymnastique du Cameroun. J'avais 14 ans. Et je fais mon accident le jour où je m'en vais prendre une permission pour me rendre au Dixiad, qui avait lieu à Ebolova, je me rappelle, et j'y allais pour le compte de la région du Sud.
J'ai 14 ans, je me rends à l'école, il est 7h30 et on est percuté par une autre moto. Double fracture tibia péroné, jusque-là ça va, sauf que je tombe dans une rigole. Avec les eaux usées qui passent par là, on est d'accord que ce n'est pas la chose la plus salubre de la terre. Mon père étant médecin fait de son mieux. Ensuite, nous sommes transférés dans un grand hôpital à Yaoundé où le professeur Baïbek me prend en charge. Tout va bien, sauf que il y a cet aspect de septicémie qu'ils n'ont pas pris en compte. Dans la mesure où je passais mon temps à leur répéter, étant à cette époque-là en seconde C, étant scientifique, je connais l'importance de l'hygiène et tout ça. Et je leur répète, je suis tombée dans une rigole, ils disent non, on sait. Et l'aspect septicémie n'a pas été prise avec, je pense, le tact qu'il aurait fallu. Ouais. Et c'est quand le pied se met à nécroser, c'était insupportable, qu'ils se rendent compte que c'est cet aspect-là sur lequel il fallait beaucoup miser. J'avais 14 ans, je grandissais encore, mes os allaient se reconstituer, il n'y avait pas de souci. Et un soir, dans la douleur, je fais appeler le personnel, je leur dis combien de chances il y a de chances pour que je survive. On me dit 50. Je leur dis donc ça veut dire qu'il y a 50% de chances que je meure. Ils me disent oui. Je leur ai dit écoutez, tout le monde s'est mis à. C'est toi qui prends la décision. Oui, je prends la décision. Mais tu as 14 ans. Oui, j'ai 14 ans. À 14 ans, ne réalise pas, excuse-moi, la gravité de la situation. On se dit, la plupart des filles de 14 ans regardent peut-être encore, je sais pas, Maria Desamparada, je sais pas si ça le fait, je suis pas trop télé ces derniers temps, mais à 14 ans, bah, écoute, les jeunes filles ne pensent pas ça, ne sont pas même de prendre des décisions aussi. Comment tu le fais? Qu'est-ce qui te motive à prendre une décision aussi dure? C'est vrai qu'à 14 ans, c'est vrai que je suis un enfant assez précoce. Et à 14 ans, je ne vais pas vous mentir, je pense avoir la maturité nécessaire pour savoir que le plus important, c'est de vivre. Et face à la mort, je suppose que n'importe qui aurait pris cette décision. Et c'était plus dans la douleur. La douleur était vraiment insupportable. Entre la date de mon accident et la date de mon accident, se sont écoulés 10 jours. Et ça a été les 10 jours les plus horribles de ma vie. Je ne dormais pas, je voyais ma mère qui pleurait continuellement. Et le jour où ça m'a brisé le cœur, c'est le jour où j'ai vu mon père pleurer. Quand tu vois un homme, vous savez comment, ouais, un bassa qui a fréquenté toujours le visage attaché, tu le vois pleurer comme un enfant. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'on ne veut pas te dire peut-être parce qu'on ne veut pas te faire peur. Mais tu te rends compte que si personne ne fait rien, tu décèdes. Et quelque part, les médecins aussi, je ne dirais pas qu'ils ont été laxistes, mais ils ont cru en la possibilité de sauver ma jambe, de sauver la tête. En fait, ils voulaient sauver la tête. Absolument. Et eux, ils voulaient vraiment, quand je leur demandais est-ce que je vais pouvoir marcher, eux, ils étaient là, non, tu vas pouvoir refaire ton sport, tu vas recommencer tes trucs. Je sais qu'ils étaient conscients sur cet aspect-là, mais moi, je voulais juste vivre. Et lorsqu'il y avait quelque chose, et quand j'ai vu que ça menaçait ma vie, on a coupé. Je le dis souvent et les gens sont choqués, mais ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Parce qu'après analyse du membre amputé, on se rend compte que je serais décédée le lendemain. Ah, quand même? Oui. La gangrène s'était déjà installée. Je serais décédée le lendemain si je n'avais pas pris cette décision-là à cet instant-là. Et après, j'ai été vraiment libérée. Maintenant, pour ce qui est de mes ambitions politiques, j'en ai, je ne le cache pas. Je ne suis pas encore vraiment impliquée dans un parti politique en particulier, mais je nourris... Est-ce que tu es un faible? Parce qu'on sait, tu as fait mention du professeur Baïbek. Il y a l'UPC qui est le parti qui est beaucoup plus intéressé pour les personnes. J'ai pas envie de le dire de cette façon, ça ferait tribal de le dire. Mais, oui, je comprends. Effectivement, mais on se dit c'est naturel, ça va dans ce sens. Est-ce que tu te vois rejoindre peut-être les couleurs de l'UPC ou du moins tu as un parti qui attire un petit peu ton attention actuellement? C'est vrai que l'UPC, c'est le parti familial un peu, c'est de famille. Mais pour l'instant, je prends du recul pour pouvoir choisir ma propre voie. Et comme je le disais, je suis nourrie par l'ambition de changer et faire de grandes choses dans le pays. Donc, est-ce que tu souhaiterais postuler peut-être pour le poste de ministre? Parce qu'on se dit que c'est actuellement que les candidatures sont proposées. Est-ce que si on va dire une nomination de cette envergure arrivait, tu l'accepterais à bras le corps? Oui, et je pense que je m'armerais d'une grande équipe pour m'épauler parce que bien qu'ayant vraiment confiance en moi, j'estime que pour le moment, je n'ai pas les compétences, mais le recul et la maturité nécessaires qu'il faut pour occuper ce genre de poste. Okay. Donc, ce sera un honneur, c'est vrai, mais pour le moment,
j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai que ce serait une opportunité pour moi d'apprendre, mais pour le moment, ce n'est pas la chose à faire. Autre chose, par exemple, je me vois bien à la tête du comité paralympique ou quelque chose du genre. Mais pour le moment, je termine d'abord mes études et on verra. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques qui ont attiré ton attention, qui t'ont fait vibrer? C'est vrai que la période des Secret Story, tu étais un tout petit peu loin. C'est vrai, j'étais loin. Un petit peu plus aussi. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont retenu ton attention? Et il y a le personnage qui a toujours retenu l'attention de tout le monde parce que on aura beau dire tout de ce monsieur, c'est un grand homme, c'est le président lui-même. Parce que lorsqu'on regarde un peu son parcours, on se rend compte que il sait ce qu'il fait. D'accord. Il rien n'est fait au hasard. Juste pour ça, je tire mon chapeau. Maintenant, il y a la candidature de Ira Milodi, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est quelqu'un qui, à travers sa communication, a vraiment su parler aux jeunes. Je ne vais pas vous mentir, juste pour les vidéos TikTok, moi je l'aurais voté. Peut-être parce que c'est un garçon charmant aussi, qui cochait les cases. Bon, oui, il y a ça aussi. Et on ne va pas se mentir, ça joue le fait d'avoir quelqu'un en face de nous dont on se sent proche. Parce que les musiques qu'il utilisait, on les utilise aussi. En fait, il nous a servi ce qu'on voit dans la politique française, avec les élites, avec tout ça. Ouais. Et même son programme, j'ai lu son programme, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose de vraiment concret. Je pense que ça a été l'un des premiers programmes politiques à avoir été publié. Il était publié dans les 2 langues. Il n'a pas manqué de parler. Le monsieur, il a fait des lives TikTok où il expliquait à la jeunesse, voilà ce que j'ai prévu pour vous, voilà comment je compte faire les choses. C'était expliqué. Je pense qu'après, il a même sorti une sorte de livre où il expliquait comment il compte faire changer les choses. Et ça, c'est quelque chose que vraiment ça a poussé beaucoup de jeunes à s'intéresser à la politique. Alors, on va bientôt sortir de cet entretien, mais on a bien envie de te demander, Félicia, c'est quoi la suite? Parce qu'on t'a vu intervenir dans pas mal de projets et de programmes assez intéressants. On n'en parle pas souvent. Le Mandela Washington Fellowship, qui est très intéressant, dont tu as été l'une des brillantes participants, ce qui est magnifique. Et on a tellement, on pourrait égrener cela sur on peut dire, on se dit, c'est quoi la suite quand on a l'impression que finalement tu as mis une vie? Est-ce que tu es un chat? Justement, je me pose toujours les questions sur tu fais tellement de choses, du coup, c'est quoi le lien de tout ça? Il n'y a aucun lien entre tout ça. Le lien, c'est moi qui décide de faire tout ça. Et pour la suite, je vous avoue que moi-même, j'ai hâte de voir. Parce que très souvent, j'aime à dire que je suis comme les oiseaux dans le ciel, Dieu pour voir. Et comme tout Camerounaise, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Alors, et pour terminer, la question la plus marrante qu'on aura sans doute la possibilité de te poser aujourd'hui, c'est s'il y avait une possibilité de refaire Secret Story, est-ce que tu amènerais ton chéri à participer à Secret Story ou bien tu aurais gardé les choses intactes, tu préfères seul? Je crois que ça ne sera jamais. Ça ne sera jamais. Merci beaucoup, Félicia. On va se faire le fameux bras de fer. Oui, je te donne une avance. D'accord. Est-ce que je serai le prochain? Bon, j'ai dû m'emporter un peu. La prochaine fois, je crois que la prochaine fois, je te laisserai gagner. Merci beaucoup, Félicia. Merci à vous. C'était en tête à tête avec Félicia, qui est notre invitée. Vous pouvez la suivre sur tous ses réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Oui, et Instagram. Instagram. Très bien.